Il y avait déjà un psychologue, je pense que c'est Randy Howell, qui disait que notre cerveau n'est pas fait pour faire de l'investissement à la bourse. Investir en bourse, ça peut sembler plutôt compliqué, mais quand on a les bonnes techniques, les bonnes ressources, tout le monde peut investir et s'enrichir. C'est pourquoi moi et Sam, on reçoit à l'épisode aujourd'hui l'auteur du livre Pile et Face et vulgarisateur boursier, Michel Villa. Salut Michel! Salut David! Salut Samuel! Donc Michel, tu as commencé ta carrière, j'ai envie de dire, en tant que trader dans une banque à Montréal. Ça n'a pas toujours été facile, puis j'aimerais qu'on commence le podcast en parlant de ça, justement, ta carrière avant. Puis tout simplement, savoir ton parcours un peu. J'ai 46 ans, je suis originaire de Québec, puis mes parents m'ont dit « Michel, si tu veux connaître le succès dans la vie, tu te dois d'étudier puis de travailler fort. » Donc pendant plusieurs années, je me suis vraiment donné à étudier tout ce qu'il y avait dans le domaine boursier. Et un jour, j'ai décroché une job de trader. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, l'objectif, c'est d'acheter et vendre des actions, soit pour le compte d'un particulier comme Desjardins Courtage en ligne ou pour le compte d'une institution financière à Montréal. Donc j'ai eu la chance de commencer à Hydro-Québec pour la caisse de retraite. Donc, moi, j'exécutais des transactions pour un gestionnaire de portefeuille. Il me disait, par exemple, je veux acheter l'action de TELUS. 100 000 actions de TELUS. Toi, tu te dois de l'acheter au meilleur cours possible. Okay. J'ai fait le même type de travail aussi pour la caisse de retraite du CN. Et par la suite, j'ai fait un saut du côté plus institutionnel bancaire avec la firme Scotia. Et en 2012-2014, j'ai eu l'opportunité de gérer de l'argent pour une institution financière qui était la Banque Laurentienne. Et c'est là que j'ai réalisé que le savoir-être était plus important que le savoir. OK, j'ai lu ton livre, Ouais. Puis justement, t'en parles dans le début de ton livre. Parlons-en, parce que c'est le fun de voir que tu veux pas te cacher de ça. Tu t'es planté un peu. Absolument. Puis parlons-en, je veux savoir qu'est-ce que t'as fait, ça a été quoi tes erreurs pour qu'on comprenne. Pour avoir un Michel 2.0 aujourd'hui en Exact, ouais, c'est ça. La première erreur que j'ai faite, c'est que j'étais inconscient, que j'étais incompétent. OK. Quand tu commences dans un domaine, ton niveau de confiance est très élevé, mais ton niveau d'expertise est très bas. Donc, de connaître quelque chose, ça ne veut pas dire, après ça, que tu vas bien l'appliquer. On sait là, quoi faire pour perdre du poids, on doit bien s'entraîner, bien s'alimenter, mais au final, tu vas-tu le perdre, le poids? À la bourse, on me disait, si tu fais tel cours puis tu apprends telle connaissance, tu vas arriver et tu vas connaître du succès à la bourse. Le problème, c'est qu'un coup que tu prends une décision pour acheter une action, dans le feu, l'action, comment tu te comportes, quand ça ne va pas de ton bord, ça, c'est beaucoup plus important. Donc, être inconscient et compétent, c'est quand tu commences dans un niveau très bas, ton niveau de confiance est très élevé parce que sinon, tu ne le ferais pas. Donc, moi, j'étais tellement confiance, mais je n'avais pas d'expertise parce que pour connaître du succès à la bourse, tu dois gérer tes émotions. Puis ça, je ne l'avais pas pantoute. OK. Puis là, dans le fond, toi, tu devais gérer de l'argent pour... Oui. Et ça a donné que tu as perdu vraiment beaucoup d'argent. Suite à ça, je pense que ça... Est-ce que tu as réorienté ta carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Bien, dans le fond, quand tu as un excès de confiance, ça se traduit comment? C'est que tu vas prendre plus de risques pour chaque position. Comme par exemple, si tu veux investir 20 de ton portefeuille dans une position, moi, j'en mettais 30 ou 40 Tu as tellement confiance en tes moyens que tu veux absolument avoir raison. Puis là, ça ne va pas de ton bord. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes sur ta position parce que tu vas avoir raison puis tu as de l'écho. À un moment donné, tu réalises que le marché ne te donne pas raison puis tu as des lourdes pertes. Puis là, ton boss vient te voir et te dit « Hey, t'es pas mal le fun. Je t'invite à faire d'autres choses à l'intérieur de la banque. » Donc, c'est ça qui s'est passé. Après 2 ans d'expérience à la Banque Laurentienne, c'est que j'avais pas de succès. Puis là, on m'a dit de faire d'autres choses. Puis je suis parti. Mais dans le fond, on peut-tu dire que tu étais un day trader pour la banque? Oui. OK. Oui, un négociateur actif qu'on appelle. OK. Donc, tu achètes et tu vends très rapidement dans l'espoir de faire un profit. C'était quoi les rendements qui étaient attendus, mettons, d'un gars comme toi dans les institutions financières? Bien, c'est qu'on donne une enveloppe budgétaire, on donne un montant d'argent, tu dois faire un minimum d'argent. Comme par exemple, on va te donner, mettons, 5 millions d'enveloppes. Tu dois faire, mettons, 150 000 ou 200 ou 300 000. Donc, il n'y a pas nécessairement de pourcentage. C'est par rapport au capital qu'on te donne. Ah ouais, OK. Toi, tu dois livrer un certain montant d'argent. Puis si tu dépasses ce montant d'argent-là, on te donne un boni de performance. OK. Michel, des fois, ça fonctionne pas comme on veut. Tu viens d'en faire mention. J'ai 20 ans.
Sam est un peu plus vieux. Sam, il est à la bourse depuis un petit bout déjà, là, je pense une dizaine d'années. C'est quoi les meilleurs trucs? C'est quoi qu'on doit faire pour s'enrichir quand on commence, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience? Je sais Qu'on n'a pas beaucoup d'argent. qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est un très bon point également. Faut commencer à quelque part. Ça a l'air niaiseux, mais je donne toujours l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett, savez-vous, les gars, qui a 90 milliards de valeur à 90 ans. Tout le monde dit que c'est le meilleur investisseur des temps modernes, mais il y a un facteur qu'on oublie. C'est que lui, ça fait 80 ans qu'il est investi à la bourse. 80 ans. Donc, lui, il a commencé à l'âge de 10 avait ans, 10 ans. avec 5000 piastres. 5000. Mais il a Ben, continuellement voyons donc. investi à la bourse année après année. Donc, lui, dans le fond, oui, il a fait des bons coups, mais c'est le fait d'être exposé aussi longtemps au marché boursier, puis de commencer à un moment donné, ben ça fait qu'il y a eu du rendement. Donc, même si tu as 15, 16 ans, 18 ans, commence à mettre un petit montant d'argent de côté, puis investir dans ce qu'on appelle un fonds négocié en bourse. Donc, c'est quoi ça? C'est un produit que tu achètes qui va répliquer la performance d'un indice de référence. OK. L'indice de référence, c'est quoi? C'est un baromètre pour évaluer la santé boursière d'un pays. Comme par exemple, au Canada, c'est le SPTSX, mais aux États-Unis, on a le S&P 500, puis le Japon, le Nikkei 225. Donc, c'est un panier de titres, souvent de grandes entreprises, puis tu achètes ça, puis ça donne une exposition à ce marché-là. Donc, le S&P 500, à la blague, c'est 505 entreprises et non 500 de grandes entreprises américaines. Donc, tu investis dans le SPY, qui est un fonds négocié en bourse. Tu mets un petit montant d'argent sur une base régulière et tu laisses là. Tu n'es pas en train de vouloir déjouer le marché boursier. Et là, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Est-ce que d'investir dans, exemple, le S&P 500 ou, je ne sais pas, les deux autres termes que tu as dit là, pour Oui. le Canada, puis est-ce que c'est plus sûr, c'est des valeurs plus sûres d'avoir à la fin de l'année un rendement? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, là. bien, c'est une excellente question. Tu sais, quand on parle que l'indice de référence comme le S&P 500 va donner environ 8 à 10 annuellement. Mais ça, c'est en moyenne. Puis ça dépend à quel moment tu rentres aussi, non? Il y a ça. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a aucune garantie que tu vas avoir ce rendement-là à chaque année. D'ailleurs, cette année, les gars, d'après vous, est-ce que le marché boursier est à la hausse malgré la COVID-19 en Marché de 2020? la hausse. Est-ce que tu sais de combien? Ben, sur quel indice? Ou Le c'est marché S&P en- 500. Le S&P 500? Ouais, là, on est à la fin novembre. Hey, je veux pas dire n'importe quoi, fait que je vais me Vas-y, fermer. vas-y. Mais c'est parce que je me fie à mon portefeuille, mais il faut pas. Mais écoute, je dirais plus 22, 23. Toi, David, as-tu une idée? Ben, je vais y aller dans les mêmes chiffres. J'ai vraiment aucune idée. Je suis stressé que Michel Villa Ben, me c'est pose ça. cette Non, non, question-là. Non, mais si vous posez la question à n'importe quelle personne, la personne va dire hey, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a 12 de taux de chômage en Amérique du Ouais. Nord. On reçoit des chèques de PCE. Et le marché boursier a perdu plus de 30 de 19 février au 23 mars. Mais le marché au 30 novembre est en hausse de 13 C'est quand même Ah, j'avais quasiment inversé les excellent. chiffres. Ah ouais, c'est vraiment bon. Puis, Ouais. pourquoi? Pourquoi est-ce que... Très bonne question. La fameuse question. Ben non, mais tu sais, Ouais, on va poser. on va aurait tous poser. pensé le contraire. Pourquoi? C'est que la bourse, c'est un mécanisme d'anticipation. Oh! Je le vois dans tes yeux. C'est que les gens investissent pas en fonction du passé, mais en Ok, fonction ouais. de ce qui s'en vient. Si je vous dis qu'il y a un vaccin qui va être disponible dans un an, est-ce que tu achètes le marché boursier maintenant ou tu attends à ce que le vaccin sorte dans un an? Tu l'achètes Non. tout de suite parce que tu Tu veux vas l'acheter tout l'anticiper. de Ouais. suite parce que tu vas l'anticiper. Et c'est ça qui fait que durant les 2 guerres mondiales, le marché boursier a été à hausse Ah ouais. parce qu'on anticipait de jours meilleurs. Ça, c'est le premier facteur. Puis deuxièmement, c'est que l'être humain, il est résilient, novateur et créatif. Tu mises sur le potentiel humain. Et tant si longtemps que tu crois à ça, tu vas croire au marché boursier. Très intéressant. Hey, j'avais déjà entendu une phrase qui disait Oui. à la bourse, c'est là où les gens patients font de l'argent sur les gens impatients. C'est J'avais qui trouvé qui a ça dit vraiment ça? bon. Je me rappelle pas. Je te donne un indice. J'ai déjà parlé de cet individu-là dans le podcast. Warren Buffett. Yes, sir. Ah ouais. C'est un mécanisme de transfert des gens impatients vers les gens patients. Parlons-en, parce que dans ton livre Pile et Face, Oui. t'as réservé une partie de ton livre, tu parles de l'émotion. T'as dit aussi que c'est ça, on pouvait investir on pouvait bien investir à la bourse, oui, en suivant des statistiques, des cours, etc., mais ça se passe entre les deux oreilles. Oui. C'est vraiment les émotions. Je veux t'entendre sur ce sujet-là.
Puis parce qu'en plus, tu fais du yoga, je sais que tu adores ça. Puis je veux Et savoir de la si ça- méditation la aussi. méditation. La méditation aussi. Savoir si ça a un lien, etc. Bien, très bonne question. Alors, je parlais il y a quelques instants que d'investir les indices de référence donne environ 10 de rendement sur une base annualisée. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est comment que ça brasse cette histoire-là. C'est ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est quand que les rendements fluctuent. Donc, à chaque année, tu dois vivre avec le fait que ça va brasser. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt puis investir longtemps, puis de comprendre que ça ira pas de façon linéaire, comme on dit en bon français, des lignes droites. Donc, c'est important de comprendre que pour connaître du succès, que ce soit à la bourse, dans la perte de poids, l'entraînement physique, c'est quoi? C'est d'accepter un inconfort à court terme pour bénéficier d'un bien-être à long terme. Ça, c'est ce qu'on appelle la gratification différée. Ça ne me tente pas de mettre le 10$ de côté pour mon futur parce que c'est intangible pour moi. J'ai 18 ans, là. Tout ce que je pense, c'est d'avoir du fun. Je ne m'imagine pas pantoute à 75 ans, 80 ans. Donc, l'être humain, il est plus dans la gratification immédiate. Parce qu'à court terme, on cherche le plaisir. Donc, si tu brûles ta paye à chaque 2 semaines, si tu t'alimentes mal, si tu ne fais pas d'exercice physique, ben, tu n'auras pas d'épargne à long terme, puis tu cours les risques de développer une maladie cardiovasculaire, par exemple. Puis une affaire que je voulais parler avec toi, Michel, tu sais, de ce temps-ci, la bourse, il y a eu beaucoup de boursicoteurs qui se sont ouverts des comptes pour jouer à la bourse. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, mais ils ne savent pas concrètement comment faire. Comment tu fais ton entrée en bourse? Comment tu fais pour mettre ton premier 2000 à la bourse? C'est quoi les premiers steps? C'est une excellente question. Tu sais, dans le fond, la première question, tu vas te demander, est-ce que tu veux le faire de façon autonome? Tu vas être un investisseur autonome? Si oui, tu vas ouvrir un compte dans une firme de courtage à escompte. Et ce que ça fait, c'est que tu n'as pas personne qui donne de conseils. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir à l'intérieur d'un fonds négocié en bourse, comme je parlais du S&P 500, où tu vas construire un portefeuille toi-même avec des fonds mutuels. Ou avec des Souvent, actions. Ou des actions. Mais le principe, Samuel, c'est que la règle du pouce, c'est que si tu n'as pas 50 000 à investir à la bourse, tu n'as pas d'affaire à être investi dans les titres de façon directe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bénéfices d'une diversification. Tu sais, être Je répète. Ouais, ben, j'ai mal compris, je pense, le truc de 50 000. OK, c'est que habituellement, si tu n'as pas 50 000 à investir, tu n'as pas d'affaire à choisir des titres de façon particulière. Tu vas investir dans des fonds pour des bénéfices de diversification. Okay. Pour être diversifié à la bourse, on part, selon la théorie finance moderne, d'avoir minimum entre 12 et 18 titres. OK? Si tu n'as pas ça, tu risques d'être vulnérable. Puis malheureusement, la moyenne des gens, dans le fond, détiennent entre 3 et 4 titres en portefeuille. Donc, ils vont se dire, moi, je vais acheter la compagnie ABC, j'ai 10 000 $. Je ne serais pas capable d'acheter 10 actions. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 6 000 dans cette action-là, puis je vais mettre 4 000 ailleurs pour avoir un effet de levier. Donc, 50 000 $, tu l'investis dans des fonds communs de placement. Tu as ta base, tu as ta fondation pour le long terme. Puis là, à un moment donné, quand tu as de l'argent qui rentre, là, tu peux commencer à acheter des actions en détention directe. Mais donc, ça, c'est la règle. Moi, il y a une affaire que ça colle moins avec moi, je vais dire. Oui. Parce que, bon, moi, j'ai commencé à investir en bourse il y a plusieurs années, là. Puis, c'est parce que j'aimais ça, tu sais. J'aimais bien gros ça. Puis, j'ai toujours eu une faible diversification, mais moi, ça m'a bien servi dans le sens où j'ai fait vraiment des bons coups. J'ai fait aussi des mauvais coups. Oui. OK? Mais si on prend la moyenne de, mettons, de toutes mes années en bourse, tu sais, c'est un rendement qui me satisfait énormément puis qui est supérieur au S&P 500. Oui. Puis, je ne sais pas si je suis inconsciemment incompétent, chanceux, ou c'est juste parce que, oui, j'ai pris des positions plus risquées, parce que moi, j'ai toujours été dans les technologies. Okay. Fait que, tu sais, du Microsoft, du Mastercard, puis tout ça. Puis pour moi, je voyais ces titres-là dans le futur. Tu sais, je les voyais beaucoup plus gros parce que je savais que la technologie changeait, le papier était de moins en moins populaire, blablabla. Fait que, tu sais, je me suis basé un peu sur ces prémices-là, puis ça m'a extrêmement bien servi. Oui. Quand on parle de la règle du pouce, c'est de façon générale. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions comme toi. Puis ce qui arrive aussi, c'est que je te dis pas que tu as été chanceux, mais tu sais, te donner une idée, quand tu investis, mettons, dans le S&P 500, tu investis, mettons, dans Facebook. Mais Facebook, fin des années 2000, ça n'existait pas. Puis Amazon, il est arrivé fin des années 90. Puis je te pose la question aujourd'hui, Samuel, quelle va être la prochaine star à la bourse dans 10 ans? Tu ne seras pas en mesure de déterminer d'avance. Donc, quelqu'un qui investit dans des fonds négociés en bourse ou le S&P 500, il va
toucher ces Il actions-là. va prendre toujours la nouvelle vague. Oui, de parce ces qu'ils vont être compagnies-là qui arrivent. intégrés Ok. dans l'indice. Comme Ouais. Tesla, les gars, je ne sais pas Ouais. si vous le savez, mais au mois de décembre, il va être intégré dans la S&P 500. Ouais. Bon, l'action a déjà super bien fait, mais toi, il y a 10 ans, tu ne peux pas prédire qu'il allait y avoir un gars qui s'appelle Elon Musk qui allait arriver avec une voiture électrique qui allait révolutionner le monde. Mais en ayant un portefeuille bien diversifié de fonds négociés en bourse, tu vas le pincer. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Donc, je te dirais bravo pour ce que tu as eu, mais de façon générale, malheureusement, j'ai trop vu de situations d'horreur où ce qu'une personne va investir 20 000 dans 2-3 titres et ces titres-là se négocient sous la barre d'une pièce, puis finalement, ça ne lève pas, puis ils perdent leur capital. Moi, j'ai l'impression que, justement, c'est facile à dire par après. Tu sais, on Oui. va se le dire, c'est très facile de dire « Hey, j'aurais dû faire ça, ça. » Par contre, j'ai l'impression que si on met nos émotions de côté puis on garde le plan qu'on avait, Ouais. puis à la limite, écoute, on perd nos codes d'accès pendant 5 ans, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux nous servir parce que sous l'effet de l'émotion, c'est genre ça qui fait qu'à 90% du temps, on perd de l'argent parce que on voit qu'on perd de l'argent, on est à moins 10, moins 20, moins Ouais. 40%, puis on dit « Ah, il faut que je coupe mes mes pertes. » Fait que là, tu vends, mais tu sais, 2 ans après, le type a triplé, tu sais. Absolument. Mais je me trompe-tu ou sous l'effet de l'émotion, c'est comme 90% des erreurs se font sous l'effet de l'émotion? Tu as tout à fait raison. Puis j'ai une excellente anecdote. Écoute, Vas-y. ils ont fait une étude auprès de Fidélité. Ils se sont posé la question, c'est quoi la clé de réussite de nos clients les plus performants? Donc, on est rentré en communication avec ces gens-là, puis on a réalisé 2 choses. La première, c'est que la majorité des clients ne se souvenaient même plus qu'il y avait un compte ouvert chez Fidélité. Puis la deuxième, c'est qu'ils étaient morts. Ah, c'est ouais, capoté, ok, parce qu'ils ont laissé là. Puis... Oui, ils n'ont pas commencé à dire « Oh my God, il arrive telle affaire, je dois liquider mon portefeuille ou je dois faire telle transaction. » Juste la stratégie de ne rien faire, c'est souvent une stratégie qui est payante à la bourse. Puis le problème, il y avait déjà un psychologue, je pense que c'est Randy Howell, qui disait que notre cerveau n'est pas fait pour faire de l'investissement à la bourse. Ah, ouais. Oui, parce que notre cerveau, c'est quoi sa première fonction? Puis je ne suis pas un psychologue, là. C'est une fonction de survie, de nous protéger. Quand tu rouvres les médias puis qu'ils te disent qu'on est dans une crise sanitaire d'importance parce que les marchés boursiers ont reculé, qu'est-ce que ton cerveau te dit? Vends tout. Va te protéger parce que ça va baisser davantage. Donc, à la bourse, c'est contre-intuitif de garder le cap, de demeurer investi. Puis souvent, l'être humain, il a le goût d'être proactif, de démontrer qu'il est meilleur que les autres, puis qu'il a un excès de confiance, puis qu'il a le goût de négocier, puis d'avoir le contrôle. Mais à la bourse, souvent, la stratégie d'être passif, rien faire, est vraiment plus payante. Donc, la preuve, lors des 15 dernières années, la gestion passive offre un meilleur rendement par rapport à la gestion active. La gestion active, David, dans le fond, c'est Ouais. quelqu'un qui décide de vouloir déjouer le marché boursier en faisant des transactions pour offrir un rendement qui est supérieur à l'indice c'est de moi, David, référence. ouais. Ça, c'est Samuel. C'est ça. moi en ce moment. Peut-être que quand ça va aller mal, je vais dire que non, c'est pas moi. c'est quand t'achètes, tu revends rapidement ou... peu Ou importe. tu essaies d'offrir Ouais. un rendement Ouais. qui est meilleur que le S&P 500. Donc, si le S&P 500 te donne 10 de rendement, toi, tu dis, moi, je suis capable Ouais. de faire meilleur que ça après les frais. Mais 95 des gestionnaires de portefeuille sur une période de 15 ans ne sont pas en mesure de le faire. Donc, à court terme, tu peux être très chanceux. Et c'est ça qui est problématique. Donc, Hey, Michel, je te coupe. Je veux Oui. redire ce que tu as dit. C'était vraiment intéressant. 95% des gestionnaires de portefeuille, donc des gens qu'on pense hautement compétents, qui vont gérer des fonds, qui vont gérer des investissements, ne donnent même pas le rendement du S&P 500. Oui. Fait que quand tu penses à ça, il y a des êtres humains qui sont payés plusieurs millions par année pour essayer de battre l'indice et 95% d'entre eux ne le battent pas. Fait que qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est capoté. il y a un concept qui s'appelle, dans le fond, le paradoxe des habiletés. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que si tu joues à un jeu puis que tout le monde est bon, c'est encore beaucoup plus difficile d'être meilleur qu'un autre. D'où, je dirais pas l'importance, mais d'où le fait qu'il existe une stratégie qui est d'acheter un fonds indiciel, Ouais. un fonds négocié en bourse qui va émuler un rendement justement d'un 8-10 ouais, 10 annuellement. ou du S&P 500, par exemple. Fait que, tu sais, ça en dit long, tu sais. Ouais. Mais une autre affaire que j'aimerais parler avec toi, Michel, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément de chance dans la vie, tu sais, puis qui n'a pas des parents fortunés ou qu'il n'a pas une job très, très, très payante. Est-ce que tu penses que mathématiquement, les chances sont très élevées que quelqu'un au salaire minimum devienne millionnaire à 65 ans? Mais je te pose la question,
Tu sais, ça peut paraître drôle, mais on a-tu besoin vraiment d'être millionnaire? Tu sais, On va dire atteindre 1 million pour la figure. OK? Pour la figure. Pour l'exemple, pour le dessin, pour dire qu'on est un Quand peu tu commences- indépendant de Quand fortune. tu veux dire, quand tu commences ta vie, exemple, quand Ouais. tu es jeune, tu commences à investir, est-ce que c'est possible? Ben non, je parle de quelqu'un qui a une situation qui n'est pas nécessairement dans les meilleures positions. OK. Tu sais, Ouais. écoute, Ok. quelqu'un qui a 18 ans, il quitte le secondaire, puis tu sais, Ah ouais. il n'y a pas nécessairement les meilleures opportunités en face de lui. Là. Tu sais, je fais Ouais. vraiment une image. Par contre, il s'intéresse à la bourse, puis il a écouté notre podcast, puis on lui donne un plan de match tu sais, relativement facile. là. C'est pas rocket science ce qu'on dit Ouais. là, tu sais. Puis qu'il prend ces steps-là, puis il suit son plan pendant 40 ans, puis au bout de 40 ans, ben, mathématiquement, et avec les statistiques du passé, se ramasse un montant comme à peu près tu sais, d'1 million, Ouais. par exemple. Ouais, ouais. C'est très possible. Puis il y a une facette qu'on oublie souvent, là, c'est le revers de l'équation, c'est qu'est-ce que tu dépenses? Tu sais, ça peut paraître niaiseux. Tu peux faire beaucoup d'argent puis dépenser aussi beaucoup. Puis souvent, les gens, ils pensent en termes de c'est quoi mon rendement que je vais obtenir. Mais toi, est-ce que ta carte de crédit est pleine, par exemple? Est-ce que ça prend du temps à rembourser ton hypothèque? Ou est-ce que tu as la voiture neuve dans ton entrée? Alors, oui, il y a la composante rendement qui est importante, mais comment que toi, tu gères, dans le fond, tes dettes? Comme par exemple, moi, j'ai toujours détesté avoir des dettes. Puis les gens vont me dire « Ah, t'aurais dû investir à la bourse davantage d'argent. Pourquoi tu as remboursé aussi rapidement tes dettes? » Parce que moi, d'un point de vue émotionnel, je préfère avoir les dettes remboursées pour garder la liberté. Donc, le point, il y a ça aussi. Donc, oui, d'éduquer les gens sur l'importance de demeurer investi, mais ton rythme de vie aussi est important. Puis d'ailleurs, McSween en parle dans son récent livre, et même, je pense que c'est le jeune retraité. Pour certaines personnes, tu peux vraiment serrer la vis pour être capable d'avoir une liberté financière ou une indépendance financière à un certain âge. Donc, se poser la question, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Donc, ça dépend, là. Ça dépend, est-ce que ça colle à ta personnalité, à ton style, etc.? Oui. Mais, tu sais, c'est important de savoir, tu dois gérer cette composante-là aussi dans l'équation. Est-ce que c'est la majorité qui font beaucoup d'argent à la bourse? Tu sais, si tu suis les règles de base qu'on a parlé depuis le début du podcast, est-ce que, ultimement, au bout de tant d'années, tu as vraiment des bonnes chances de faire de l'argent si tu suis, exemple, des règles Ou des stratégies des stratégies quelconques, là. exactes? Ouais. Absolument. Absolument. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est un système où ce que tout le monde peut faire de l'argent. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment Puis ce qu'on relativement facilement aussi. Oui, c'est ce qu'on Relativement appelle facilement. un jeu infini, là, de Infinite Game. Là. Il n'y a pas de notion de compétition. La compétition se fait d'un gestionnaire de portefeuille par rapport à lui-même, par rapport à l'indice de référence. Mais toi, comme un investisseur à la maison, c'est un jeu infini parce que la bourse, elle peut aller où ce qu'elle veut, au niveau qu'elle veut, à long terme. Donc, la seule équation qui fait que ça va tenir, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de l'optimisme, Ouais. qu'il y ait de la créativité, de l'innovation. Et la journée qu'on va atteindre ce point mort-là, là, ça sera plus vrai. Mais pour l'instant, si tu crois au potentiel humain, c'est vrai. Donc, il n'y a pas une compétition là-dedans. Toi, là, tu vas faire ton petit bout de chemin, toi aussi. Puis tu sais, tu le dis dans ton livre que les gens qui ne réussissent pas nécessairement à la bourse, c'est les gens qui, à force de peut-être faire des mauvaises S'acharner. décisions, c'est ça, vont se décourager, vont juste arrêter d'investir. Puis c'est là le problème aussi, c'est là qu'il faut tu sais, se raisonner puis à ne pas aller dans l'émotion, dans le fond. Écoute, c'est tellement bien dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Lundi Noir en 1987. Vous êtes relativement jeune, les Moi, gars. j'étais pas né, Michel. Moi non plus. J'avais même pas une idée dans la tête de mes parents, je pense. Ben, cette journée-là, le marché boursier a perdu 23 OK. C'est une expérience qui est traumatisante. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont été atteints, dans le fond, de crashophobie? Qu'à partir de ce moment-là, il y a bien des gens qui n'ont jamais réinvesti à la bourse Ah ouais. parce que c'est une expérience traumatisante. Puis ce qui est spectaculaire, c'est qu'au mois de décembre de la même année, on avait rattrapé le terrain perdu. Puis depuis ce temps-là, le marché boursier il est comme en feu. Mais imaginez, on a vu la même affaire en 2008-2009. J'avais entendu parler d'une étude qui était faite à UBS. Il y avait 25 des gens qui s'étaient mis sur les lignes de côté ou en encaisse ou en liquidité, c'est-à-dire de ne pas être investis à la bourse, qui n'ont jamais réinvesti à la bourse après coup. Ça, c'est vraiment triste parce qu'ils vraiment. ont été un peu gelés par la situation. Parce qu'il y a un coup d'opportunité qu'ils n'auront jamais eu, là.
Absolument. Parce que ne pas être investi, il y a un coût à ça. Oui. Tu sais, Ben oui. sur 25 ans, si tu n'as pas investi, c'est énormément d'argent que tu aurais pu avoir si tu avais simplement fait peut-être un move il y a 25 ans. Ou, Écoute, c'est tellement bon ce que tu avances. Je vais donner 2 exemples rapides. De 1998 à 2018, sur une période de 20 ans, c'est pas vraiment facile, là. De 1998 à 2018, tu as eu quoi? Tu as eu la bulle technologique, tu as eu la crise financière, tu as eu les attentats du 11 septembre, tu as eu la crise de l'eurozone. Puis malgré tout, le marché boursier te donnait entre 6 et 7 % de rendement. Mais si tu avais raté les 20 meilleures journées, pas beaucoup, là, ton rendement il aurait été négatif. Ah, ouais. Ouais, c'est fou. Les 20 meilleures journées. Ouais. Cette année, là, jusqu'à tout récemment, là, avec l'élection présidentielle américaine, écoutez, à la fin octobre, je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais on parlait que Donald Trump pouvait contester le vote, Ouais. deuxième vague de la COVID-19, etc. Le marché boursier perd 10 %. Puis là, les gens ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me mets ces lignes de côté, on va attendre. Le marché est en hausse de 15 % depuis la fin octobre. C'est le meilleur mois de novembre depuis des années. Comme tu disais, Samuel, si tu as raté ça, c'est extrêmement difficile à rattraper. Oui, c'est vrai. Puis écoute, j'ai dit à un de mes amis, parce que quand j'ai vu l'espèce de retrait qu'il y a eu, puis de drop qu'il y a eu là, de 13 % là, j'ai dit à un de mes amis que lui, bon, il a l'intérêt d'investir en bourse. J'ai dit, écoute, je suis pas un spécialiste, mais là, je pense que s'il y a un bon moment pour rentrer, c'est bon. pas mal là, tu sais. Est-ce que je me trompe? Absolument, tu as tout à fait raison. Absolument, je me trompe. Absolument. Tu as tout à fait raison. Et là, je ne tomberai pas dans le détail, mais il y a un indicateur qui s'appelle le VIX. Et c'est pas quelque chose qu'on se met sur le corps quand tu as un rhume. Là. C'est VIX, c'est l'indice de volatilité. Et ça, ce que ça dit... L'indice de la peur aussi qu'on dit. L'indice de la peur, c'est que quand le marché recule beaucoup, la volatilité, elle augmente. Ça veut dire que tu as des mouvements boursiers qui sont plus violents. Donc, ça, cette bébête-là, la moyenne historique, c'est autour de 20. OK? Mais dans le temps de la COVID, il a touché 86. Donc, quand il y a une lecture qui est très élevée, ça veut dire que les gens sont bien nerveux. Puis quand la lecture est basse, ça veut dire que les gens sont très complaisants. Donc, on touche 86 au mois de février-mars et tu as touché 10 en 2017. OK? Donc, habituellement, sur une base historique, quand ton VIX est au-dessus de 40, tu t'attends en moyenne à un rendement de 32 % sur l'année qui suit. Et ce que tu parles, Samuel, c'est qu'à la fin octobre, le VIX est allé au-dessus de 40. Ah, Donc, ouais. quand tu as pris le téléphone ou tu as appelé tes chums pour leur dire, en termes de rendement à risque, c'était super intéressant parce que c'est 32 % de rendement annualisé pour le S&P 500 quand tu rentres dans ces moments-là. Il se rend pas compte du cadeau que j'y avais fait. Hein? Hey, mais Non, mais tu sais, on entend souvent parler de gens qui donnent leur opinion par rapport à la bourse, puis on dirait que la majorité du temps, on peut pas vraiment se fier à ça, puis c'est bien normal. Mais, tu sais, il y a certaines notions, comme tu parles, Michel, qui sont véridiques, qui ont été prouvées d'année en année. Oui. Puis, tu sais, de suivre l'indice du VIX, l'indice de la peur, puis de regarder le niveau du S&P 500, puis par rapport au drop qui va arriver. Parce qu'il faut le dire, dans l'année, le S&P 500 monte beaucoup plus lentement qu'il va dropper. Oui. Donc, si, admettons, il y a eu une hausse de 15 % par exemple, mais ça se peut que dans une journée, il baisse de 7 % Fait que quand il arrive ces espèces de petits crash-là, si je peux dire ainsi, sont facilement identifiables. Du moins, moi, j'ai de la facilité à les identifier. Donc, des fois, de rentrer dans ces moments-là peut te donner une longueur d'avance qui est extrême. Quelqu'un qui rentre au mauvais moment peut perdre plusieurs années de rendement. Donc, au bout de peut-être 25-30 ans, ça peut être des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers, tout dépendant du capital de base investi. Par contre, si quelqu'un rentre au bon moment, il va gagner plusieurs années. Mais là, c'est parce qu'il faut être actif, il faut être présent, il faut être là très souvent. Fait qu'il faut être un passionné comme je le suis. Mais si on n'est pas de mon niveau, je suis même prêt à dire que je pense que la personne qui achète un fonds va avoir beaucoup plus de chances de faire de l'argent que moi à long terme. Fait que si on résume, l'émotion, c'est vraiment important de savoir, de se connaître puis de savoir justement... De stick to the plan, je pense. Ouais, exact. Ouais. La règle numéro 1, c'est quoi? Grosse question. La règle numéro 1... Il faut suivre, quand on fait notre entrée en bourse, un conseil qui va nous suivre pendant les 25, 30, 40 prochaines années. Commence aujourd'hui. C'est pas compliqué. Commence avec n'importe quel montant pour développer une habitude. Puis tôt ou tard, quand tu vas avoir des rentrées d'argent plus importantes, tu vas avoir le réflexe de le faire. Parce que oui, le marché boursier monte à long terme, mais tu dois être investi pour en profiter. Je te remercie, Michel. Puis on invite les gens aussi à aller
lire ton livre pile Oui. et face. Et à la maison, ben, on se dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast. Ciao!